Il y a un mal-être, tu vois, général dans la société occidentale et il y a un besoin de trouver des solutions ou des portes de sortie. Et du coup, on fait toutes sortes de choses pour s'y retrouver là-dedans. Et les plantes sacrées font partie de ça. On a envie que ça aille mieux sans rien faire. Ou alors en prenant une plante. Et en fait, on utilise les plantes comme des médicaments allopathiques, comme si on prenait une pilule. J'ai mangé beaucoup de champignons. Quand j'étais ado, j'ai mangé beaucoup de champignons. Moi, je parle des champignons. Ouais, moi aussi, ouais. Des champignons clin d'œil. Mais je sais pas, j'ai arrêté d'en prendre le jour où... Et si les plantes détenaient des réponses que nous avons oubliées? Lors de mon voyage à La Réunion, j'ai eu la chance de rencontrer Julien, alias Zilien Aroma sur Instagram. Tout ce que tu vois là, mais même dans les plus petits détails, hein. Ça a l'air d'être un gros bazar, mais en fait, il y a que... Tu sais, il y a 350 plantes médicinales. Wow. Amoureux de la nature, il est naturopathe, aromathérapeute et praticien en herboristerie depuis plus de 20 ans. De son enfance réunionnaise, au contact des traditions malgaches et hindoues, à ses voyages en Colombie ou au Maroc, Julien raconte comment les plantes ont façonné sa vision de la santé, du sacré et de notre lien à la terre. Il aborde avec sincérité son parcours d'ethnobotaniste et sa vision de la santé naturelle, les plantes adaptogènes et médicinales, leur usage quotidien et leurs limites, les plantes dites sacrées comme l'ayahuasca, le cacao, certains champignons psychotropes et pourquoi il invite à la prudence et à l'ancrage culturel. Il partage également son regard critique sur le tourisme spirituel et la mode du sacré. Et surtout, il donne des conseils concrets pour réintégrer le végétal dans nos vies, créer un lien simple, respectueux et durable avec les plantes. Cet épisode est une invitation à ouvrir notre regard sur notre lien qui nous unit au vivant et sur nos modes de consommation. Alors merci Julien et merci à vous chers auditeurs, je vous souhaite une très très bonne écoute. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une petite intro comme ça. Faudra me dire si vous aimez. Ça faisait longtemps. Bonne écoute. Est-ce que tu aurais d'abord peut-être une intention que tu aimerais poser sur cet épisode? Avant, je m'éparpillais beaucoup dans les intentions et maintenant, je focus beaucoup dans mes intentions et partager des outils, en fait. Ouais, partager des outils que la personne qui écoute, elle se dise « Ah, ok. C'est pas life-changing peut-être, mais j'ai appris quelque chose qui m'a fait... qui m'a ouvert les yeux ou qui donne des idées, qui... Ok. Moi, mon intention, ce serait de, à travers toi, permettre à la nature, aux plantes de pouvoir parler un petit peu, de nous... qu'elle puisse nous dire ce qu'elle a à nous dire à travers ta voix, puisque tu es en relation avec elle. Donc, je pense que tu seras un bon que tu sois le porte-parole de la nature. Wow. Oh, grosse responsabilité. Oh. Je vais me redresser un petit peu. Non, mais voilà, avec beaucoup d'humilité, mais juste par rapport à ton expérience, évidemment, et juste que toi, tu as appris au contact de la nature, quoi, sur tes enseignements. Donc, ça va être le moment d'introduire cet épisode. Bonjour tout le monde, ravie de vous retrouver aujourd'hui à La Réunion. Je suis très heureuse d'être avec Julien qui m'a fait... découvrir un petit peu son jardin, avec qui on papote depuis tout à l'heure des plantes, avec qui on voit... alors qu'est-ce qu'on voit là maintenant? Du palmarosa. Du palmarosa qui permet de... Le palmarosa, il fait du bien à l'âme en peine. À l'âme en peine. Oh, génial. L'intention de cet épisode, ça va être de parler des plantes, ça va être de parler de notre relation avec elles, ça va être de ramener une dimension sacrée parce que il y a beaucoup de choses qui peuvent être aussi à la mode, il peut y avoir des idées reçues, il peut y avoir du marketing, il peut y avoir du business, il peut y avoir tout un tas de choses. Et une anecdote assez marrante aussi et marquante, je trouve, que tu m'as partagé tout à l'heure, c'est que tu m'as dit que toi, une plante, tu la vends pas. Pour toi, une plante, c'est pour être donné. Donc ça montre déjà une certaine philosophie que tu peux avoir par rapport à ton rapport à la nature, aux plantes. Et avant de rentrer dans des dimensions peut-être sacrées, spirituelles, j'aimerais bien connaître déjà toi, ta relation avec la nature. Comment est-ce qu'elle a débuté? Quels ont été tes enseignements? C'est quoi le lien que tu entretiens avec les plantes, la nature? C'est une longue histoire, on n'a qu'une heure. Ça va être long. En quelques mots, en étant né ici, tu vois, d'une maman indo-pakistanaise malgache, et en ayant eu une nénène à la maison, parce qu'à l'époque, tout le monde avait une nénène, quoi. Une nénène, Dans les années 80, une nénène, c'est un mot malgache, nénène. C'est la maman, c'est la femme, c'est elle qui est là, qui vient. Prendre soin de toi, s'occuper des enfants. Ouais, c'est ça, mais elle vit à la maison. Donc elle était chez nous, elle vivait avec nous comme un membre de notre famille.
J'ai encore beaucoup de contact avec elle, d'ailleurs, je l'aime profondément. Et elle était pratiquante hindouiste. Et du coup, il y a toujours eu, tu vois, cette notion de... alors sacré, on va y venir après, mais sacré dans le sens aussi où ta santé est sacrée. C'est-à-dire que il vaut mieux prévenir que guérir, ils n'ont pas tort, hein, les anciens. Donc à l'époque, c'était dans ta nourriture, il y a du soin. Dans ta nourriture, tiens, regarde en ce moment, on change de saison. Là, on voit l'hiver rentrer, il commence à y avoir du vent, t'attrapes vite froid. Eh ben, on va boire tel bouillon de bread, on va boire tel bouillon de... Et elle nous a vraiment mis ça dans la tête. Et puis quand on était petit, même si c'est il n'y a pas si longtemps, mais les années 80-90 ici, ben, les gamins, on était dans les ravines en fait. Tout le temps. On était dans les ravines. Et les ravines étaient actives, il y avait de l'eau. Donc tu te baignais, tu allais dans les bassins, on savait les plantes qu'il fallait pas manger. On connaissait les plantes qu'on pouvait manger, on connaissait les saisons des fruits sauvages. Donc en fait, des fois, tu reviens de l'école, il y a ton pote qui vient te voir, waouh, c'est la saison des ambrosades, viens, on y va et tout. Tu descends et tu vas manger 2 kilos de ambrosades. Et c'était ça en fait, c'est une enfance de luxe, quoi. C'est une enfance magnifique. Mais c'est vrai que ça m'a marqué. Après, moi, j'ai perdu ma mère petit, d'où la nénène aussi à la maison, qui faisait un peu office de maman. Et j'ai quitté la Réunion tôt la première fois. J'avais 13 ans, quoi. Donc après, je suis parti, j'ai arrêté l'école et tout. Enfin, c'est une longue histoire avec mon grand frère, mais ça a toujours été les voyages au Maroc, les voyages un peu partout. J'en ai fait beaucoup. Ça a toujours été en lien avec les plantes, du coup. Ouais. Volontairement ou involontairement. Ouais, parce que tu te passionnais, c'était déjà depuis petit, c'est quelque chose qui faisait partie de ton quotidien. Je pense, hein. Et du coup, quand tu partais en voyage, c'était avec l'intention de découvrir des nouvelles plantes, des nouvelles... Non, même pas, parce qu'on était hyper jeunes. Enfin, tu vois, moi, j'avais 14 ans, quoi, quand je suis parti. J'étais vraiment un gamin. Mais, et puis, je faisais du cirque. Moi, je suis musicien à côté. Je faisais vraiment d'autres choses complètement. Mais les plantes étaient là pour, je sais pas. Au Maroc, par exemple, tu vois, j'arrivais dans un village. Au lieu d'être avec les hommes, bon, qui malheureusement font pas toujours beaucoup de choses. Et c'est les femmes qui sont dans le jardin et qui font le pain. Et tu vois, j'étais toujours à la cuisine. Et je leur demandais, je leur disais, je veux comprendre comment vous faites votre pain. Je veux comprendre comment... Et je me suis toujours retrouvé là-dedans. Donc, volontairement ou pas, je sais pas, mais ça m'a vraiment suivi. Puis, en voyage, du coup, problème de santé par-ci par-là. Donc, tu essaies de développer une trousse à pharmacie. Naturelle. Ouais, tu tombes malade au Maroc, tu es en brousse, on va chercher des plantes, quoi. Du coup, voilà, j'ai agrandi mon herboristerie comme ça, on va dire, ouais. Ouais, c'est là que ça a commencé. Et du coup, concrètement, les plantes, aujourd'hui... je pense que notre lien avec elle, il est peut-être biaisé, il est dénaturalisé. Toi, pour toi, quel est ton lien justement avec cette nature? Quel est le lien? Parce que j'aimerais bien presque parler de relation. C'est ce que je te disais juste avant qu'on enregistre. Pour moi, on peut avoir une relation avec la nature et qui dit relation dit donner, recevoir, et dans les deux sens. Du coup, pour toi, qu'est-ce que la nature, qu'est-ce que les plantes ont à nous donner? Qu'est-ce qu'on a alors à nous donner et qu'est-ce qu'on a à recevoir d'elles et inversement? Ouais, ça aussi, c'est un gros sujet de discussion. Mais en fait, c'est particulier parce qu'on est dans une époque où on est allé tellement loin, je trouve. On a dépassé les limites, on a dépassé les extrêmes. On n'est plus à se dire qu'on va atteindre quelque chose d'extrême. On a déjà atteint l'extrême, on est plus loin que ça, beaucoup plus loin. Et ça donne... tu me dis si c'est pas clair là ce que je dis, mais ça donne des fois des dérives. C'est-à-dire que je vois des herboristes souvent, donc on fait 3 ans d'école d'herboristerie ou 3 ans d'école d'aromathérapie. Puis ils débarquent dans la nature, ils savent pas reconnaître les plantes, par exemple. Ou alors, tu as l'inverse, des gens qui idolâtrent tellement la nature et qui font des cérémonies du cacao, cérémonies du cacao qui n'existent pas d'ailleurs nulle part en Amérique latine. Cacao, moi j'adore. Non, je la critique pas, parce que toute cérémonie est belle quand c'est sacré et que l'intention est bonne. Mais tu vois, on est allé dans un endroit où il y en a qui idolâtrent la nature d'une façon très occidentale quand même. Mais c'est allé tellement loin qu'en fait, il n'y a pas de connexion avec la plante. C'est-à-dire que je suis pas un exemple vivant, hein. J'ai beaucoup de respect pour la nature qui est autour de moi, mais je l'idolâtre pas parce qu'elle fait partie de la vie et j'essaye plutôt, je pense que le rôle de l'humain, c'est vraiment d'assurer une pérennité aux espèces. On a un cerveau qui réfléchit beaucoup et on peut construire des choses et on peut être très ingénieux en fait. Quand je suis en forêt, par exemple, si je vois un arbre qui a besoin d'un espace ou qui est en train de vraiment me dire, écoute là, tu vois, là j'arrive pas à passer la canopée, j'arrive pas à prendre le soleil. Eh ben je lui fais de la place. C'est super beau en fait parce que
Donc sans tomber dans l'idolâtrie, mais de comprendre en fait notre rôle ici, c'est quoi? On a un rôle magnifique, les humains, mais magnifique. C'est trop beau ce qu'on peut faire. Ce serait quoi notre rôle pour toi, du coup, en lien avec cette nature? Je pense que chacun a des choses à faire, différentes, et selon nos caractères et nos histoires de vie, mais pour ma part, moi, c'est vraiment assurer une pérennité aux espèces endémiques, médicinales, aux espèces utiles, et surtout les partager en fait autour de moi pour que les gens puissent les cultiver, tu vois. Parce qu'en fait, ces plantes sont exploitées, pas qu'à La Réunion. En France, on le voit partout, il y a eu plein d'histoires entre la consoude, l'artémisia, beaucoup d'autres plantes. Elles sont exploitées, mais elles ne sont pas replantées nécessairement. Donc à un moment donné, on court à la perte des plantes dans leur milieu sauvage. Et moi, c'est ce à quoi j'aspire fort, quoi, que la nature est sauvage. La nature, c'est pas un potager, c'est pas un jardin. Oui, c'est bien d'avoir un potager, c'est bien d'avoir là mes 300 espèces dans le jardin, mais c'est pas ça, quoi. Ce qu'il y a, c'est autour. Ouais. C'est les forêts, c'est l'écosystème, c'est la photosynthèse, c'est les oiseaux, c'est ça, ouais. Ça, c'est l'équilibre auquel on n'a pas vraiment grand-chose à dire, mais on a quelque chose à faire, je pense, pour assurer une pérennité à cet écosystème. Et dans la relation, donc, ce que tu dis, c'est que nous, en tant qu'êtres humains qui avons un cerveau, qui pouvons réfléchir, qui pouvons être ingénieux, voir les choses, ce qu'on aurait apporté dans la relation, c'est pouvoir les aider à s'épanouir quand elles peuvent être en difficulté de par des conditions juste environnementales, quoi. Pas de soleil, peut-être manque d'exposition, etc. Essayer de leur faciliter peut-être la vie ou utiliser nos connaissances pour savoir que telle plante et telle plante peuvent s'apporter et du coup peut-être les faire se croiser à un moment donné, mettre juste notre petit grain de sel. Et inversement, du coup, qu'est-ce qu'elles ont, elles, à nous apporter? Énormément, ça je peux pas te le dire en une heure. Mais tu vois, moi j'ai le côté thérapeute à côté où je fais du soin dans les CHU, où je fais du soin en brousse à Madagascar, accompagner un accouchement, soigner un enfant qui a des amibes, je sais pas, avec les moyens du bord. Et du coup, la plante, on pourra couper une branche tout à l'heure pour la voir un peu, parce qu'en plus, il faut que j'en taille un peu. Mais quand tu as une plante entre les mains qui pousse et qui peut sauver la vie d'un enfant, enfin, c'est complètement... ça va au-delà du sacré, là. Ça va très 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 loin. Et puis quand tu sais que c'est un savoir empirique, que tu peux faire évoluer avec la science, bien sûr aujourd'hui, mais que ça fait des générations et des générations que cette plante sauve des vies, ben quoi de plus beau en fait. Ouais. Ouais, donc en fait elle peut, que ce soit d'un point de vue émotionnel, physique, peut-être même spirituel. Complètement. Elles agissent sur tous les champs en fait, c'est ça? Ouais, je pense que c'est ce qu'on appelle un peu en botanique un totum, tu vois, c'est la totalité, ouais, ça agit sur tout. Le psychologique, le psychique, le spirituel, le sacré, c'est assez exceptionnel en fait. Et la relation après que tu as toi avec une plante, en tout cas moi que je développe, c'est une relation d'amour, quoi, vraiment. Enfin, Ouais. Surtout, quand je suis dans la nature, je passe, donc c'est différent, j'habite pas dans la forêt. Dans mon jardin, il y a les plantes qui sont là et que je vois tous les jours, donc je peux aller les voir tous les jours. Donc là, ouais. Mais en pleine nature, quand je passe, c'est de les honorer en fait. Hein. Tu honores tout ce que tu marches, tout ce que tu sens, tout ce que tu goûtes, tout ce que tu vois, tout ce que... Même scientifiquement, je crois qu'il y a des études qui sont faites sur quand on parle à une plante, qu'elle capte l'intention, qu'elles peuvent réagir, qu'elle peut transmettre l'information, même scientifiquement, sans parler de sacré, même si après j'adorerais parler de la dimension plus sacrée et spirituelle. Juste d'un point de vue scientifique, il me semble que déjà il y a plein de choses qu'on peut venir poser par rapport aux plantes. Oui, il y en a plein, mais c'est assez drôle ça, tu vois, parce que la recherche... Moi, je suis entre les deux. J'ai commencé, moi, on a parlé du début avec être autodidacte, quoi, apprendre par soi-même sur les plantes. Après, j'ai fait 3 ans d'aromathérapie, 3 ans d'herboristerie et 3 ans de phyto à l'école des plantes de Lyon et puis au Québec. Et ça m'a donné une vision hyper scientifique, moléculaire, biochimique, analyse des plantes et tout ça. Donc, j'ai commencé comme ça et en fait, je m'en suis complètement éloigné. Dans mes cours, maintenant, les gens sont surpris des fois de m'entendre parler vulgairement, quoi, avec des termes accessibles. Mais parce que si je vois un livre de plantes, c'est pareil, j'ai pas envie d'entendre que des mots latins et du coup, cette banalisation, comment dire, le rendre plus populaire et accessible,
Je trouve ça super, super, super important. Et qu'est-ce que tu disais juste avant? Ouais, c'est par rapport aux sciences, Ouais, c'est ça, exact. Ce qu'elle nous apprend en fait sur les plantes. Donc c'est intéressant, mais c'est comme si c'est des choses qu'on sait, enfin, tu vois. En tout cas que les populations traditionnelles savent. Que l'Occident, c'est un peu moins. Ouais. Bah ouais. Ce serait quoi les bases pour un occidental qui a jamais peut-être mis les pieds en nature? Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont nés en ville, qui peut-être partent une semaine par an à la montagne et en fait qui n'ont pas de lien avec la nature. Quels seraient les basiques en fait à savoir? Il y a plein de basiques à savoir, mais juste pour finir juste avant, là, tu sais. Mais par exemple, le Tulsi, c'est un bon exemple, je trouve. C'est un basilic sacré de l'Inde. Et en fait, traditionnellement, dans l'hindouisme, ils ne l'utilisent pas en médecine. Parce que c'est une plante trop sacrée. Donc, ils boivent pas de thé, à part si tu es médecin. Et le simple fait de l'avoir dans ton jardin, et de lui donner de l'eau, et de lui donner un bout de gâteau de temps en temps, n'importe quoi, tu lui fais des offrandes, et tu lui parles tous les jours, et ben ça vient assainir, on va dire, ton histoire de vie, ton karma, les fautes que tu peux faire et tout ça. Donc là, déjà, il y a un lien avec la plante qui est très particulier quand même, qui est des fois malsain parce qu'on est dans une religion assez particulière et du coup, toute religion mal interprétée par l'humain, je pense, peut être dangereuse, mais c'est intéressant de voir ça. Donc du coup, il y a des choses qui se savent depuis des générations et que la science moderne fait des découvertes, quoi, tu vois. Et puis là, tout le monde est là, waouh, on a découvert, c'est fantastique. Alors que bon, ça fait 3000 ans en Inde qu'ils en parlent. Hein. Ouais. Bah, c'est ce qui se passe avec la physique quantique un petit peu. Ouais, exactement. L'énergie, etc. Où on commence à expliquer scientifiquement, prouver ce que des sagesses de vieilles de 3000 ans. Ouais, c'est ça. Et avec les plantes, en fait, c'est pareil, c'est ça? Je pense, ouais. Et puis les anciens ici, ils nous disaient souvent ah, c'est pas une question. Elle a pas demandé. Arrête de demander à moi pourquoi. C'est comme ça. Souvent, les vieux, ils te regardaient et ils disaient c'est comme ça, quoi. Genre, tu poses trop de questions. Genre, pourquoi cette plante, elle m'aide à apaiser mon stress? C'est comme ça. Et en fait, c'est beau. Ouais. En fait, c'est pas frustrant, même si t'es un scientifique. Pour le scientifique, là, c'est hyper beau d'accepter que c'est tout. C'est comme ça, quoi. C'est dur. Ouais. C'est dur. Ouais, ça même presque une posture d'humilité, de pas chercher à comprendre, mais juste de vivre en fait l'expérience de la relation, quoi. On se prend tellement la tête. Parce qu'en attendant, les jours, ils passent et ils reviennent pas. Ouais. Donc tu sais pas ce qu'il y a demain. On peut croire aux vies à venir et tout, pourquoi pas. Mais en attendant, tu sais pas du tout ce qu'il y a demain. Ouais. Donc, et là, essayer de comprendre le pourquoi du comment, c'est dommage. Mais du coup, est-ce que tu as été en relation avec des chamans ou tu vois des personnes qui ont vraiment une connaissance de la nature ancestrale, pas forcément ce que tu as pu étudier du coup à l'université, mais du coup plus des personnes qui sont nées avec, quoi, où c'est transmis de génération en génération. Ouais, beaucoup, beaucoup. C'est là où j'ai arrêté. En fait, c'est après, j'ai vécu un peu en Colombie pour la musique à la base. Et il y a eu quelques rencontres là-bas avec des hierberitos, comme on les appelle, des guérisseurs par les herbes, qui m'ont fait changer ma vision complètement, ouais. C'était quoi avant ta vision et c'est devenu quoi du coup? C'était assez scientifique après mes études, avec des huiles essentielles beaucoup. Et aujourd'hui, j'utilise de moins en moins d'huiles essentielles et plus de plantes. Et je suis plus sur comment te dire, des protocoles, des choses à faire, des choses acquises qui ne se discutent pas, quoi. T'as tel problème de santé, et ben c'est ça qu'il faut faire. Ouais. C'est tout. Ouais. C'est tout en fait. Après, il faut creuser parce que chaque personne est différente, tu vois. Mais aujourd'hui, je pointe encore du doigt l'Occident, mais à raison, on n'a pas envie de changer nos habitudes, tu vois. On n'a pas envie de changer. On a envie que ça aille mieux, sans rien faire. Ou alors en prenant une plante. Et en fait, on utilise les plantes comme des médicaments allopathiques, comme si on prenait une pilule. Mais donc ouais, ça a changé ma vie, ces rencontres-là. Et du coup, aujourd'hui, je me considère plus, pour mettre un nom, je fais beaucoup d'ethnobotanie, en fait. C'est comprendre l'histoire des peuples par le voyage des plantes. Et ça, c'est complètement hallucinant. Par le nom vernaculaire des plantes, tu vois. Une plante qui s'appelle la matricaire. Pourquoi elle s'appelle matricaire? L'achillée, pourquoi elle s'appelle l'achillée millefeuille? Ça vient donner des informations sur ses propriétés? Alors, ça vient donner parfois des informations sur ses propriétés, sur ses origines ethniques, sur ses origines géographiques, sur des contes et légendes, sur du sacré, sur du... Mais tu dis qu'aujourd'hui, le mode de consommation occidental, plutôt des plantes, c'est comme on prendrait un médicament. J'ai mal à la tête, je prends un Doliprane, le Doliprane va résoudre mon problème de tête.
quelle serait la bonne manière de consommer les plantes ou de faire? On va déjà de les réintroduire dans notre quotidien. C'est-à-dire qu'une plante, tu prends un remède quand il y a quelque chose d'urgent. Sinon, tu prends pas de remède. Tu consommes des plantes tous les jours. Dans ton alimentation, cru, cuit, peu importe. Et des tisanes, tu bois des tisanes tous les jours. Tu bois pas des tisanes que quand t'es malade, c'est ridicule quand on y pense. Ah, je vais boire une tisane, je vais pas bien. Ah bon? Le reste du temps, tu fais quoi? Et puis, tu vois, ouais, prendre conscience de cette globalité, en fait. Et sans être pro-Ayurveda et pro-Inde du Sud et tout ça, mais plus je grandis, plus le temps passe, plus les années passent, et plus j'ai pas le choix, en fait. Je veux dire, l'Inde est le pays qui a répertorié les médecines depuis plus de 4000 ans. Ouais. Il y a des traces écrites. Et quand tu te rends compte que, par exemple, en Colombie, au Costa Rica, ou El Salvador, ou en Amérique du Nord, chez les peuples des Premières Nations, tu as les mêmes façons de faire, alors que c'est des peuples qui sont géographiquement complètement opposés qu'en Inde ou qu'à Madagascar, ou que tu te dis, mais il n'y a même pas de question à se poser, il n'y a pas besoin de faire d'études scientifiques pour comprendre que s'ils le font de la même façon, par là j'entends façon de préparer une plante, rapport avec la plante, choix alimentaire et tout ça, diagnostic quand il y a un médecin traditionnel, ils font pareil. Donc en fait, c'est une vraie réalité, quoi. C'est une confirmation magnifique. Mais en fait, ce serait plus prévenir que guérir. Je crois que quand on s'était appelé, c'est ce que tu m'avais partagé. S'il y avait aussi une chose que les personnes devraient retenir, c'est que bah, le meilleur, c'est de réintroduire justement les plantes dans son quotidien et d'en consommer, d'être plus en conscience de leurs bienfaits, dans la relation que l'on tisse avec elles. Ouais, c'est ça. Et puis, tu sais, moi j'ai vécu à Montréal, j'avais une vie de musicien, je me couchais à 5h du mat tous les jours, enfin j'étais en tournée tout le temps. J'avais des plantes en pot. C'était bien mes plantes en pot, elles étaient heureuses. Enfin, les gens qui te disent oui, mais j'ai pas de terre, j'ai pas de jardin. Mais tu peux créer un jardin. En fait, il y a toujours moyen de planter. Planter, c'est toujours possible. Et si tu fais une demande, même autour, à ton voisin, ça crée aussi de la sociabilité, ça crée du lien entre humains. Prévenir plutôt que guérir, ouais, et puis planter. Planter. Ah, planter, c'est la vie. Ouais. Traditionnellement, j'ai vu ça en Colombie, à Madagascar. J'ai vu ça ici surtout. Les anciens, ils ont toujours des grains dans les poches. Ah ouais. C'est tripant, c'est complètement hallucinant. Ils ont des graines, quoi. Et du coup, ils arrivent dans un endroit et où ils peuvent donner ces graines parce que dans une discussion, on parle de la plante, ou ils voient un parterre comme ça tout seul, Ah, ils jettent plante, comme ça. ouais. Oh, mais trop bien. Et j'essaie de le faire parce qu'en fait, planter, c'est la vie. C'est trop la vie, quoi. C'est hallucinant. C'est quoi les basiques à avoir pour quelqu'un qui vit à Paris, dans un appartement, Oh, waouh. sans soleil? C'est une question difficile, ça. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas parce que ça dépendrait un petit peu de tout. Bah, du coup, ça voudrait dire potentiellement le fait d'être en ville, etc. Il y aurait peut-être des problématiques de stress, ce genre de choses. Donc, ce serait plutôt des plantes qui iraient dans ce sens-là, je pense. Ouais, mais déjà dans les aromatiques de base, enfin, tu vois. C'est drôle parce qu'on nomme des fois, par exemple en France, on dit les fines herbes. Ouais. Comme les médecines douces aussi, c'est un peu pareil pour moi. C'est une bêtise absolue. Enfin, les fines herbes sont toutes des plantes médicinales à la base. L'origan, le thym, le romarin, la sarriette, les oignons verts, l'ail chinois, peu importe tout ça, la coriandre, le persil, c'est puissantes plantes médicinales, quoi. Ouais. Et ce ne sont pas des médecines douces. Alors je sais que par médecine douce, on veut dire oui, qu'ils n'ont pas d'effets secondaires, mais je peux tuer quelqu'un avec une tisane en 2 secondes. Enfin, Ouais. donc c'est pas des médecines douces, c'est vraiment fort. Et je pense commencer par des plantes en pot qui aiment cette espèce de chaleur méditerranéenne, donc des plantes méditerranéennes, ouais. Les plantes méditerranéennes. Ouais. Donc, est-ce que... Parce que je pense qu'il y a plein de gens qui sont pas forcément la main verte. Il y a beaucoup de croyances aussi comme ça, tu vois, de gens qui disent j'ai pas la main verte, etc. Est-ce que tu aurais des conseils peut-être de base à donner sur ça, sur juste on est sur du très terre à terre, tu vois, mais comment s'occuper bien d'une plante et apprendre à faire en sorte qu'elle puisse s'épanouir, quoi. C'est une bonne question, c'est une bonne question. Je pense c'est intéressant de prendre un mini-cours quand même, tu vois, parce qu'il y a des gens qui ont ce contact avec la plante. Ouais. Et qui vont voir quand elle est couchée le matin ou quand elle a soif. Mais il y a des gens qui vont pas le voir du tout, Ouais. qui vont pas comprendre. Ouais.
Parce que voilà, une plante est épanouie avec ses feuilles, et du coup, quand elle a soif, ben, ses feuilles retombent. Okay. Mais c'est pas tout le monde qui le voit. Ouais. Et les couleurs aussi, c'est ça. Donc il y a des petits cours, même en ligne, qui sont quand même simples, même gratuits. Enfin, moi, je conseille toujours d'aller... Internet bien utilisé, c'est bien. Ouais. Donc on t'apprend comment les basiques de... Ouais, il y a beaucoup de choses quand même. Il y a tout en fait. C'est ça qui est fou dans notre société. On a accès absolument à tout, mais on ne sait pas chercher. On préfère chercher, j'ai de l'endométriose, quelle plante va être bonne? Et là, si tu fais ça, mais tu as 50 000 réponses possibles. Ouais. Du coup, tu es complètement embrouillé, farfouillé. C'est quoi la bonne solution? Parce que je pense que ça peut être un réflexe de beaucoup de personnes, de se dire, bon, bah là, je sais pas, quand j'ai de la fièvre, j'ai de la toux. J'ai un bouton, un bouton. Quelle plante je dois utiliser? C'est la pire chose à faire. Ah, mais c'est quoi le process à faire? C'est la pire chose à faire, ça. Tu le vois, en fait, même sur les groupes d'herboristerie ou de tisane, il y en a partout dans le monde. Quelqu'un qui met « j'ai une grosseur au niveau du cou, qu'est-ce que vous me conseillez ?» Mais il y a 250 commentaires. Qui disent des choses différentes. Ouais. Et puis tout le monde se contredit en plus. Moi, je vais dire des choses là aujourd'hui, où ça se trouve demain, tu vas rencontrer quelqu'un, tu vas faire une interview d'un autre herboriste ou quoi, il va te dire l'opposé. Ouais. Tout le monde se contredit en fait. Les écoles se contredisent. Donc... c'est quoi la solution alors par rapport à ça? Faire preuve de bon sens. L'anatomie, c'est fantastique parce que quand tu étudies l'anatomie, et ça pour ça Internet, c'est très simple, un foie, ça restera toujours au même endroit. L'estomac, il restera toujours au même endroit. Ouais. Le système féminin, il restera le même. Ouais. Ça ne bougera pas. Donc ça, l'apprendre, comprendre comment ça fonctionne, ça t'apporte énormément de clés sur être à l'écoute de toi. Tu as une douleur, du coup, tu as une grosseur, tu as quelque chose. Sans parler d'automédicalisation, parce que ça aussi c'est une catastrophe, mais de comprendre ce qui se passe dans ton corps en fait déjà. Donc ça veut dire étudier l'anatomie, mais de base, genre, sans aller trop loin, en quelques heures. Donc par exemple, j'ai de l'eczéma, ou j'ai, je sais pas, j'ai de l'acné, j'ai une grosseur, etc. C'est de chercher, voir à quel organe ça correspond, pour pouvoir ensuite peut-être prendre une plante en lien avec cet organe, c'est ça? Par exemple, je pense que c'est plus complexe que ça. Tu vois, c'est drôle parce que dès qu'on pose des questions précises sur la santé et les soins par les plantes, moi j'ai tendance à dépréciser la question et ouvrir les champs des possibles. Parce que c'est important de bien prendre conscience de ça. C'est-à-dire qu'imagine, tu as de l'acné par exemple. Et donc, de temps en temps, j'insiste bien, de temps en temps, tu as des crises d'acné insupportables et tu n'oses pas sortir et tu camoufles avec du fond de teint et tout. Et déjà, est-ce que tu as regardé si au niveau de ton acné, ça sortait par rapport à ton cycle, en lien à ton cycle? Souvent, les personnes que je suis, elles me disent « Je savais pas pensé à ça. » Je dis « déjà, regarde ton cycle en fait. Ton cycle, c'est ta carte mère, c'est ton identité, c'est ton thermomètre, ton baromètre, tout ce que tu veux. Ton cycle, c'est lui qui parle, qui dit en quelle santé, dans quel état de santé tu es. Donc déjà ça, une fois que tu as analysé ça, tu regardes ta gestion du stress. On se connaît tellement bien. Mais on s'éloigne tellement de ça. Tu sais très bien quand tu as une montée de stress. Tu le sais dans la gorge, dans le ventre, la digestion, il faut que tu ailles aux toilettes, tu as mal à la tête, peu importe, mais tu le sais. Et tout ça, t'en prends note. S'il faut, tu notes sur un papier. Et du coup, après, tu te fais des tableaux et tu te dis, OK, mon acné, en fait, elle sort à ce moment-là. Et du coup, je vais travailler sur ce moment où je suis moins en gestion, peut-être, sans être en gestion tout le temps, mais... Ok, ouais, c'est apprendre à se connaître, quoi. C'est la base, quoi. C'est trop important. C'est apprendre à se connaître. Et en fait, ce que tu dis surtout, c'est qu'il n'y a pas de solution générique qui existe. C'est ultra personnel, c'est ultra précis, en fait, parce qu'en fonction de où t'en es dans ton cycle, en fonction de ton état émotionnel, en fonction de plein de choses, tu vas apporter des plantes qui sont différentes. C'est l'opposé total de la médecine allopathique d'aujourd'hui, même si on se dirige un peu plus vers quand même du cas par cas, parce que les médecins aujourd'hui comprennent. Hein. Ouais. Il y a un nouveau terme dans la médecine qui est là depuis quelques années, c'est le stress oxydatif. C'est quoi? Ça veut dire que vivre du stress à répétition de façon chronique, ça oxyde ta membrane cellulaire, donc ça fait vieillir tes cellules plus vite. Okay. Donc vieillissement prématuré. Okay. Des organes, de la peau, des cheveux, de tout. Donc déjà c'est bien, on s'est rendu compte de ça. Ça fait longtemps qu'il y a beaucoup de gens qui le savent dans les pays autour, mais bon, au moins ça s'est officialisé. Ouais. Mais ouais, c'est du cas par cas. Ouais. En fait, moi j'ai quasiment... Il y a une grosse différence entre toi qui viens me voir avec une plaie infectée par exemple, et tu me dis, écoute, je vois la plaie, c'est hyper infecté, il y a du pus partout. Je vais appliquer une plante, on s'en fiche à la limite de ta gestion du stress et tout ça. Là, c'est une urgence. Ouais. Tu as une coupure, tu t'es fait mordre par un chien. Tu viens me voir et tu me dis, j'ai de l'endométriose, ou tu me dis, ouf, j'arrive pas à dormir, ouf, je fais des crises d'angoisse. Waouh, je peux pas te donner un protocole que je donne à tout le monde. Bah ouais.
selon ton poids, selon ton histoire, selon tes origines, il faut prendre en compte tout ça, quoi. C'est vital, tes mémoires, enfin. Ouais. Et pour partir dans des dimensions un petit peu plus, parce que ça m'intéresse aussi, ça m'intéresserait aussi de parler des plantes antéogènes, qui sont aussi pas mal à la mode, tu vois, où il y a pas mal de personnes qui partent dans des pays en Amérique du Sud, etc., faire des expériences avec des plantes. Quel est ton avis sur la question? Est-ce que toi, même, t'as fait l'expérience? Qu'est-ce que t'en as retiré? Quels conseils aurais-tu à donner par rapport aux personnes qui aimeraient faire ces expériences? Conseil, je sais pas, en toute humilité, mais je suis assez drastique par rapport à ça. Ben c'est bien, c'est intéressant d'avoir... Non, mais la plante sortie de son contexte perd tout le sacré, en fait. Enfin, tu vois, à La Réunion, il y a des cérémonies d'ayahuasca, par exemple, Ah maintenant. ouais? Ouais. Il y a du yaché, il y a des plantes qu'on fait venir en poudre, séchée, pour créer des temazcals et pour inventer des cérémonies en dehors de leur contexte. Moi, je suis personnellement, et je manque parfois d'ouverture, je sais, mais je suis totalement contre. Parce que je préférerais qu'on développe des cérémonies avec des plantes locales. Il y en a, hein, mais on préfère prendre ce que les autres ont fait depuis des siècles et des siècles. Et ça, c'est très occidental. Je suis désolé, mais un latino-américain ne fera jamais ça. Parce qu'il sait la valeur du temazcal et du yaché, de toutes ces plantes, et du peyote ou des choses comme ça. Par exemple, en France, ce serait plus si jamais quelqu'un voudrait faire une expérience avec des plantes qui sont antéogènes, ce serait plus peut-être des champignons, non? Parce que ça pousse là-bas, ça pousse en France, par exemple, non? Ce serait plus J'ai mangé peut-être- beaucoup de champignons. Ouais. Quand j'étais ado, j'ai mangé beaucoup de champignons. Ouais. Moi, je parle des champignons. Ouais, moi aussi, Des ouais. champignons clin d'œil. En Bretagne, j'ai beaucoup parlé avec les vaches dans mon adolescence, ouais. Mais je sais pas, j'ai arrêté d'en prendre le jour où je me souviens, en plus c'était à Morlaix, proche de Crozon, dans le nord, quoi, nord-ouest de la Bretagne. Quand il y a un petit vieux qui m'a vraiment parlé, j'étais certainement dans un état un peu particulier, mais qui m'a dit, mais tu sais, il y a un monde derrière tout ça, en fait. Et dans ses yeux, il était tellement beau, il devait avoir 90 ans, il était vraiment vieux. Et il m'a dit ça en me regardant, en me disant, mais toi, ce que tu vois, c'est juste la surface, en fait. Ça te fait de l'effet, ça te met high. Et... Mais si tu savais ce qu'il y a derrière, t'apprendrais tellement plus. Et puis après, j'ai retrouvé ça partout. Enfin, fait quelques cérémonies en Colombie ou autre. En fait, quand tu dis ça, c'est prendre conscience de la dimension sacrée. Sacré, du coup. Ouais, c'est ça, c'est ça. Parce qu'en fait, je pointe encore l'Occident. Hein. J'ai rien contre l'Occident, je suis blanc. Je peux pas le nier. Mais quand même, il y a un mal-être, tu vois, général dans la société occidentale, et il y a un besoin de trouver des solutions ou des portes, des exits, quoi, de sortie, Et du coup, on fait toutes sortes de choses pour s'y retrouver là-dedans. Et les plantes sacrées font partie de ça. Il y a un tourisme qui existe au Pérou maintenant, et même en Colombie, dans la partie amazonienne, il y a un tourisme réel de chamanisme. Et enfin, encore une fois, là, il faut faire preuve de bon sens, du coup. Donc, tu me posais une question tout à l'heure, et puis ma réponse était ça, il faut faire preuve de bon sens. Mais encore une fois, tu vas pas apprendre sur Internet qui est bon, qui est vrai, qui est pas vrai. Non, il faut que tu réalises qu'un chaman qui parle de lui, qui a une page Facebook, et qui n'arrête pas de te dire qu'il est un chaman, il faut peut-être se poser les bonnes questions. Enfin, est-ce que tu es prêt à lui confier 48 heures, 72 heures, 3 mois de ta vie pour des cérémonies? Moi, non, personnellement. Ouais. Euh, Ouais, tu ferais pas tes choix comme ça. non, c'est clair, non. Mais Non. du coup, c'est quoi les plus beaux enseignements que tu as pu apprendre au contact de ces plantes? L'humilité face à la nature. La petitesse que nous sommes, l'impression réelle et la sensation d'être une micro-fourmi sur la planète, quoi. Et dans l'univers et d'être entouré de tellement de choses que la science pourra jamais expliquer, même si on continue de chercher, mais on l'expliquera pas, quoi, c'est pas possible. Mais ouais, j'ai vécu des choses assez marquantes, des choses que tu peux pas expliquer, puis que t'as même pas envie d'expliquer finalement, ouais. Ouais.
Et c'est toujours dans la bienveillance. C'est ça qui me touche aussi quand je vois les gens qui me parlent de bad trip et tout ça. Je dis, mais vous faites quoi? Vous prenez de la drogue, en fait? C'est pas du LSD, enfin, faut arrêter. Pourquoi c'est pas possible de faire un bad trip avec une plante? Qu'est-ce que c'est un bad trip alors? Ouais. Mais non, pour moi, en effet, c'est pas possible de faire un bad trip. C'est-à-dire que si t'as un effet physique déjà dérangeant, handicapant, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à nettoyer, il y a une raison, ça a sa raison d'être. Et puis si dans ta tête, psychologiquement, au niveau des psychotropes, parce que c'est quand même ce qui se passe, il y a quelque chose que tu gères pas et tu pars dans un état psychiatrique, j'ai envie de dire presque, c'est parce que toi, ou t'as été mal encadré, mal entouré, c'était pas le moment, enfin... Non, les cérémonies... De cadre. Ouais, c'est ça, une cérémonie d'ayahuasca. Puis déjà, enfin c'est bizarre, c'est les Occidentaux qui ont ramené ça encore. D'arriver et de faire une cérémonie d'ayahuasca et de repartir. Mais pour les populations sur place, l'ayahuasca fait partie de ta vie. Donc il y a des moments où pendant 3 mois, t'es sous ayahuasca. Une fois par semaine, une fois par 3 semaines. Après, même depuis enfant. Ouais, c'est ça, à des doses minimales, micro. Encore une fois, la plante, elle fait partie de ton quotidien, quoi. Tu la vois dans la nature, tu l'honores, tu vas l'accueillir, Donc le bad trip, c'est très... Ce que c'est peut-être plus occidental aussi, parce que aussi ce que j'avais pu entendre par rapport à ça, c'est que nous on a un cerveau qui cherche à comprendre beaucoup, à expliquer, etc. Et du coup, peut-être qu'en tant qu'occidental, on aurait peut-être plus besoin d'un temps d'intégration, c'est-à-dire d'avant déjà de se purger au niveau de l'alimentation, etc., etc. Et puis après d'intégration mentale pour assimiler en fait tout ce qu'on a vécu. Là où eux, un chaman natif de là-bas, c'est toi et t'as pas d'explication. C'est comme ça, t'as vécu ton expérience mais pour eux, c'est logique, quoi. Donc, C'est hyper important ce que tu dis là, ouais. Parce que du coup, le petit parisien, pardonnez-moi, ou le petit bordelais... Pas de condescendance. Non, pas du tout, mais qui débarque, tu vois, qui va à Mompiché ou qui va, je sais pas où, en forêt amazonienne, en Colombie, il débarque avec son bagage... émotionnel et transgénérationnel. Photographie du monde aussi. C'est ça. Mais il a aussi des choses physiques, quoi. Son alimentation depuis qu'il est né, ce qu'il voit depuis qu'il est né. Et tu le mets en lien avec une plante ancestrale, chamanique, psychotrope. Pour moi, c'est vraiment du hors-sujet total, quoi. Vraiment, vraiment. Faudrait presque, dans ce que tu dis, j'ai l'impression que pour toi, faudrait presque d'abord revenir aux bases, quoi. D'abord avoir les bases. Et ce serait quoi les bases à intégrer du coup dans notre quotidien, que ce soit dans notre relation au pain. Donc on a dit, tu peux leur parler, tu peux essayer de capter, je sais pas, leur fonctionnement, leurs vertus, etc. Il y aurait quoi d'autre comme basique déjà pour commencer en fait? C'est une bonne question, je sais pas trop. Je pense que dans l'apprentissage de la connaissance de soi et des autres, du coup, indirectement, c'est déjà énorme en fait. Et le sacré, il est présent à partir du moment où tu fais une respiration, enfin où il y a un battement de cœur, c'est du sacré. Encore une fois, on ne sait pas ce qui peut arriver demain, on s'en rend compte. C'est fou parce que toute l'actualité, j'aime pas trop ce mot-là, mais dans ce moment, nous montre, et toute la vie en ce moment nous montre que le précieux est dans le battement de cœur et que c'est d'une fragilité absolue. Mais on comprend pas, quoi. On continue d'avancer tête baissée dans le mur. Mais pour rester sur les plantes un peu sacrées et les habitudes, en France, il y en avait beaucoup, vu que là on est en français et ça s'adresse quand même à un public francophone de France. Si tu regardes les cérémonies, les fest-noz par exemple en Bretagne, où on buvait du chouchen, c'est pas l'alcool de miel, c'est pas pour rien qu'on disait des fois il laissait le dard de l'abeille et tu bois le chouchen et des fois tu tombais à la renverse. On a toujours raconté ça, depuis toujours dans les histoires. Et je veux dire, chez les Bretons, il y avait des druides. Il y avait la potion magique d'Obélix, c'est pas non plus... Mais c'est quand même réel, ouais. C'est inspiré de réel. Mais les druides avaient plein de connaissances. Enfin, tu vois, c'était des chamans, les druides, de loin, quoi. Donc on en a des occidentaux. L'absinthe qui a été interdite par le gouvernement il y a tellement de dizaines d'années. Ça, c'est reconnecter à nos racines, en fait. Ouais, et d'arrêter de chercher, enfin, tu vois. Et moi, je suis vraiment bien placé, je pense, parce que maman noire, papa blanc et moi blanc. Et du coup, tu vois, j'ai passé du temps à m'identifier à
à un noir pendant super longtemps. Enfin, c'était ridicule. Mes potes à un moment donné me disaient, mais là, faut que t'arrêtes. T'es blanc. Assume ta blanchitude. Et du coup, ouais, arrêtez de vouloir s'identifier à d'autres. Enfin, tu vois. Pourquoi le français, c'est bien d'adorer le couscous et de pas aimer les Arabes, c'est bien, mais tu vois, c'est quand même une réalité de la société, quoi. L'occidental a besoin d'exotisme, quoi, tout le temps. C'est fou, ce besoin d'exotisme, de s'habiller avec des vêtements africains, de ça. C'est bien, je critique pas ça, mais dans ma tête, je me dis, mais pourquoi, en fait? Pourquoi? Pourquoi aller chercher ailleurs quelque chose que là où toi, tu pourrais avoir une richesse aussi qui serait tienne, c'est ça? Ouais, mais là, on pousse loin quand même, parce qu'il y a plus rien non plus, enfin, tu vois. Bah, c'est ça. C'est ça le souci, ouais, c'est clair. Ah ouais, il n'y a plus rien. Imagine, tu veux t'habiller. Perte de sens, en fait, je pense Ouais. aussi, et une volonté de se reconnecter justement à la nature, à notre essence, à toutes ces valeurs-là, quoi. Absolument, absolument. Là, on pousse un peu loin, mais c'est vrai que je pense que retrouver un sens à la vie, ouais, c'est ça. Où que tu sois, même à Paris, en fait. Ça se trouve, ça va t'obliger à un moment donné à déserter Paris, mais peu importe, quoi. La vie passe vite. En tout cas, cette vie-là passe vite, donc. Ouais. Et à la fois, j'ai l'impression que reconnecter à la nature, c'est une manière de reconnecter à sa propre nature. Là où, en fait, on vient de la terre, quoi. On vient pas du métro. Non, c'est clair. D'une usine. Tu sais, il y a Thich Nhat Hanh, le maître thaï, là, qui a créé le Plum Village en France. Je connais pas. Il a écrit beaucoup de livres, Thich Nhat Hanh, il est extraordinaire. Il est décédé il y a quelques années, 3 ou 4 ans, il n'y a pas très longtemps. C'est un moine bouddhiste qui a créé Plum Village dans le Périgord, un village des pruniers avec beaucoup de retraites et tout ça, un Vietnamien. Et en fait, il disait souvent, ce qui est important, c'est l'intention que tu mets. Et c'est tellement juste. Donc du coup, il est allé créer des monastères dans des camps de concentration, par exemple. Il a créé des monastères dans des lieux où il y avait eu des massacres, volontairement. Parce que tu arrives dans un lieu, il y a une énergie mauvaise, comme on dit des fois. Oui, mais en fait, c'est toi. En fait, c'est nous, il faut qu'on arrête de... On s'est laissé tellement happer par beaucoup de choses. Et tu vois, quand tu vas dans d'autres pays, avec d'autres cultures et d'autres traditions, il y a cette force de l'intention qui existe. Et c'est ce qui donne la fierté aussi aux gens quand ils marchent dans la rue, tu vois. Leur posture. Regarde un Guinéen quand il marche dans la rue ou une Guinéenne, et regarde un Parisien, excusez-moi, mais je veux dire... Tu vois, les pieds dans le sol, quoi, cette posture, le bassin qui bouge, hyper ancré et tout. Et nous, on est en admiration souvent devant ça. Comment ils dansent, comment ils ont le sens du rythme, comment... tout ça, c'est une question vraiment d'intention, en fait. Et de pas être toujours dans le paraître et qu'est-ce que les autres pensent de moi, à quoi je ressemble et tout ça. Ouais, ça ramène de la profondeur, en fait. Ouais, le sacré, il est dans tout ça, je pense. Et je pense qu'on s'est perdu dans le sacré. Enfin, tu vois, avec toutes nos cérémonies, bon, je me moquais du cacao tout à l'heure, mais gentiment. Mais on s'est perdu là-dedans, quoi. On peut faire des cérémonies dans tout. La tisane, c'est une cérémonie, enfin, tu vois. Je t'apporte des fruits, c'est une cérémonie. Le bananier, il pousse là, enfin, tu vois, je veux dire. Ouais, ok, je veux dire, c'est rendre chaque moment sacré, en fait. Ouais. Essayer d'être Et là où le mot qui est le plus utilisé, c'est être en conscience de ce qui est, de ce qui se passe. Ouais. Notre relation aux autres, de notre relation à la nature. Et se responsabiliser par rapport à ce qui se passe aussi. Se responsabiliser, c'est important, je pense. Je pense que la génération, disons, des 20-40 ans, là, il y a une responsabilité hyper importante, en fait. Malheureusement, qui vient de nos parents et tout ça. Ou heureusement, je sais pas. Mais c'est sûr qu'on a des choses à faire. On a des choses à faire. Il y a des actions à faire pour nettoyer, pour améliorer, Et puis, du coup, quand tu plantes un clou, par exemple, ou quand tu répares une table, ou je sais pas, quand tu répares ta chaussure, ou quand, je sais pas, quand tu coupes tes cheveux, peu importe, quand tu te maquilles. Mais l'intention, elle est hyper importante. Enfin, tu le fais pourquoi? Pourquoi tu le fais? C'est quoi qu'il y a derrière? S'il n'y a pas vraiment de profondeur ou d'intérêt, le fais pas. Tu perds du temps, ça sert à rien. Ça sert à rien du tout, quoi. C'est facile à dire quand tu as des bons outils, hein. Il y a des gens qui n'ont pas les outils psychologiques et je comprends, la vie, elle est dure en ce moment. Mais... C'est revenir à la simplicité, c'est ça? Au basique. Ouais, peut-être. C'est compliqué, hein, quand même. Hein. Ouais. La vie aujourd'hui est hyper compliquée, quoi. Ouais. Mais oui, revenir à une sorte de simplicité, ouais, je pense. Ouais. Dépouiller. Revenir à notre nature profonde.
quand même, ouais. Même en ville. Ouais. Mm. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais rajouter, partager, qui seraient importantes pour toi, que les gens entendent sur la nature, sur des idées reçues, sur des conseils peut-être que tu aimerais donner, Mm. une croyance qui l'émerve que tu aimerais débunker? Mm. Il y a beaucoup de choses, hein. C'est vrai, il y a plein de trucs que j'aurais envie de dire. Euh, une croyance. Bah, aujourd'hui, les plantes et les remèdes naturels, surtout depuis le Covid, reviennent vraiment à la mode. Et, et du coup, il ne faut pas oublier que ces remèdes, ils viennent d'un endroit où ça a poussé et que derrière les petites bouteilles d'huile essentielle, mais il y a beaucoup de femmes d'ailleurs qui travaillent, c'est pas toujours des hommes, hein, c'est beaucoup de femmes. Et elles sont pas toujours bien payées, même dans le bio. En fait, c'est important d'avoir une conscience derrière notre consommation quoi, d'huile essentielle, par exemple. Il faut réaliser que c'est un produit de la terre. Il faut réaliser que la qualité de l'huile essentielle, elle est vitale. Si tu achètes un Titri ou un Ravinsar dans une pharmacie ou un petit producteur, on a affaire à deux produits différents, un qui est sain et l'autre qui est malsain. Parce que c'est devenu un business. Le bien-être est devenu un business monumental. Imagine quand je suis en brousse, je sais pas, il y a une femme qui vient de se faire battre par son mari, qui finit par en parler et on en discute un peu. Comment tu veux que je lui parle de bien-être? De bien-être. C'est devenu un truc de riche, le bien-être, de luxe et de... Donc tout ça, si on peut en avoir conscience et se dire, bon ok, le bien-être, le mieux-être est à la mode, et il y a toutes sortes d'outils et de thérapeutes qui poussent comme des champignons, mais ayons conscience que tout ça, ça vient de la nature et d'une meilleure connaissance de soi en fait. Et que du coup, ce travail-là, ben, on le fait nous-mêmes en tant qu'autodidacte et on est autonome là-dedans. Moi, je mets en garde vraiment beaucoup sur les compléments alimentaires, les suppléments alimentaires. Il faut tellement arrêter. On va se rendre compte dans quelques années qu'on s'est bousillé le foie et les reins à prendre du fer, du magnésium, de la vitamine D. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Il faut juste recentrer, focuser, comprendre comment on fonctionne et agir précisément. T'as besoin de fer? Ok. Ben, 3 semaines, pendant 3 semaines, tu prends du fer, tu fais des bilans sanguins. Enfin, tu vois, tout ça, c'est... Aujourd'hui, une femme qui veut faire un bilan sanguin, c'est compliqué. Le médecin refuse quasiment la prise de sang, alors que c'est ton droit le plus premier. Donc il faut juste recentrer. Je trouve qu'on a allé trop loin dans tout ça. Comme beaucoup de choses, peut-être que je m'éparpille, mais tu vois, un ado aujourd'hui, même un jeune ado, pré-ado de 12 ans, il ouvre Facebook, il peut voir du porno, il peut voir quelqu'un se faire décapiter, il peut voir toutes les pires horreurs qui, à 20 ans, t'aurais choqué tout le monde. Ah ouais, non, t'imagines? Attends, de la porno accessible comme ça? Waouh, c'est sauvage, hein. Ouais. Et du coup, on est allé plus loin que la limite. On est vraiment à un autre... Et en même temps, moi, ça me donne beaucoup d'espoir, parce que ça veut dire que il n'y a pas eu d'explosion, la planète n'a pas explosé, on est encore vivant, on arrive encore à vivre des moments heureux, donc c'est parfait en fait. Il y a énormément d'espoir et c'est le moment pour faire des choses, quoi, comme tu disais tout à l'heure, pour être responsable et pour... Et du coup, est-ce que tu as foi en la vie, en la nature, en l'humain ou en notre capacité en tout cas à réintégrer cette part naturelle, j'ai envie de dire, mais je pense que tu comprends ce que je veux dire, en nous, quoi. Hyper positif. Ok. Ouais, et il y a des gens qui me disent, mais t'es inconscient. Je leur dis, mais tu sais de quoi tu parles déjà? Est-ce qu'on se connaît? Est-ce que tu sais ce que je vis? Non, mais c'est vrai, j'ai des amis, tu vois, qui ont un cirque en Palestine, par exemple. Euh, et avant vraiment les événements, en février, le cirque, il fonctionnait, tu vois. Ils récupéraient les enfants des rues et tout. Il y avait des spectacles, c'était cool. À partir du moment où ça a explosé vraiment encore plus, ça a été très compliqué. Aujourd'hui, ils sont décimés. Enfin là, ils sont remontés un peu à Gaza pour faire des choses, mais maintenant, ils sont dans l'humanitaire. Le cirque n'existe plus. Donc, eux sont confrontés je sais même pas comment on peut dire, le mot génocide est même pas correct, mais à la mort de beaucoup d'enfants et de femmes et d'humains au quotidien. Et ils ont espoir. Ils sont tellement pleins d'espoir. À Madagascar, là, ce village avec les 600 orphelins, il y a une fille, elle avait 13 ans, elle est arrivée à minuit en pleurs, elle était enceinte de son père. Enceinte de son père. Et ça, c'est la réalité du quotidien de la majorité de la planète, on s'en rend pas compte. Nous, on est dans une petite bulle, là, on se dit, bon, mais la majorité de la planète vit ça. Et ces gens-là ont de l'espoir plus que nous. Comment tu l'expliques, quoi?
que nous, on est en burn-out, on est en dépression nerveuse. Je minimise pas, hein, vraiment pas. Faut prendre en conscience. Et en réalité, la vie est pas facile. Mais je suis plein d'espoir, quoi. C'est clair. On vit une période qui est transitoire, qui se transforme, qui va vers du beau, ouais, c'est clair. Et la nature, pour toi, quel est l'enseignement qu'on devrait retenir que la nature, si tu devais être le porte-parole de la nature, des plantes, qu'est-ce qui est le plus vibrant en toi, là, que tu auras envie de me dire? L'écoute, l'humilité, quoi. Ouais. L'écoute, l'humilité, la compréhension. On ne prend pas le temps des choses, tu vois. On est en apnée souvent, moi je suis souvent en apnée. Et là, si je prends une grosse inspiration, je sais que mon cœur est ralenti et que j'ai un petit frisson et je me sens mieux, tu vois. Et mes paroles vont être plus justes, plus posées, plus... On prend pas le temps. C'est fou. Comme tu disais tout à l'heure, tu bois une tisane, tu prends le temps, prendre le temps de faire les choses, quoi. Ouais. Mm. C'est beau, ça. Moi, j'aime bien. Est-ce que tu aurais des ressources à nous partager pour les personnes qui veulent aller plus loin? Je sais qu'il y a déjà ton livre. Je mettrai en référence de l'épisode, sur tous les épisodes. De toute façon, vous avez ça. Merci. Tout ce qu'on a abordé. Est-ce que tu verrais d'autres choses? Des documentaires, des films, tout ce qui peut nous être utile? Plein. Allez. Petit 1. Alors, petit 1, auteur. Parce que les livres, c'est compliqué. C'est un peu comme quand tu vas chercher des champignons comestibles, du coup, mais pas hallucinogènes nécessairement. Si tu vas avec un livre, tu vas t'intoxiquer. Tu es obligé d'avoir un livre de texte, un livre de photos. Tu es obligé d'avoir plusieurs livres. C'est la première fois que tu vas en forêt, sinon tu vas faire des erreurs, quoi. Sinon, tu vas parler aux vaches, quoi. C'est clair, c'est clair. Et au niveau des plantes, c'est pareil. Souvent, il y a des gens qui me disent « Oui, moi j'ai le petit dictionnaire Larousse ou j'ai la Bible des huiles essentielles. » Je dis « Ouais, mais prendre un livre comme référence, c'est un gros risque. Donc, il faut plusieurs livres. » Donc, les auteurs, tu as Jean Valnet, V-A-L-N-E-T. C'est des livres anciens qu'on retrouve en format poche, donc ils sont à 8-9 € les livres. Il y en a 3 principaux, l'aromathérapie, la phytothérapie et se soigner par les légumes, les fruits et les céréales. Ce sont des bibles, 3 petits livres de poche à avoir. Tu peux les emmener partout et les lire constamment. Il y a Annie Schneider, qui était ma prof d'herboristerie, qui est une Alsacienne, ancienne toxicomane punk. J'adore. Ouais. Qui est devenue une sorcière de la forêt au Québec, qui est une femme qui a 70 ans bientôt, qui a écrit 5-6 ouvrages. Okay. En fait, si vous trouvez des livres, il faut trouver des livres qui parlent d'expérience de terrain. Il ne faut pas trouver des livres qui te disent « telle plante sert à ça, sert à ça, sert à ça, sert à ça » et voilà un protocole. Moi, j'ai minimisé ça dans mon livre parce que c'est ce qu'ils m'ont demandé, mais moi, je ne voulais pas parce que, comme on disait tout à l'heure, une recette ne va pas correspondre forcément à tout le monde, dans certains cas. Donc Annie, elle te parle d'expérience de terrain. Jean Valnet, il était urgentiste pendant la guerre du Vietnam. Du coup, il recevait des gens, il n'avait pas le choix, quoi. Il était sur le terrain. Et quand tu dis expérience de terrain, c'est-à-dire qu'elle, du coup, elle va donner une situation précise, un contexte précis. Si, par exemple, il y a une femme qui est venue me voir, qui souffrait d'endométriose, qui avait tel âge, telle condition, etc. Du coup, je lui ai donné ça, c'est ça? Par exemple, Valnet va faire ça parce qu'il travaillait en clinique avec les docteurs Durafour et Lapraz, qui étaient des cliniciens. Du coup, eux, c'est des exemples de cas comme ça en clinique. Mais Annie, elle va plus te parler de faits. Comme on disait tout à l'heure, le foie est à tel endroit, l'estomac est à tel endroit. Elle va te parler des faits sur les plantes et la nature. C'est un fait. Cette plante-là, elle fait ça parce que c'est ça et elle fait ça parce qu'elle est comme ça. Et du coup, tu dis, ah bah oui, c'est même pas discutable, c'est un fait, quoi. Okay. Et ça, c'est chouette. Ce que te disaient aussi les anciens quand t'étais petit, quoi. Ouais. Mais après, c'est très précis. Elle est quand même phytothérapeute, donc elle est quand même très précise et très pointilleuse. Okay. Ça, déjà, c'est eux. Il y en a d'autres, hein, mais... Est-ce qu'il y a moi, je sais que j'avais regardé l'intelligence des arbres. Ça peut nous permettre de comprendre un petit peu les liens qui existent en documentaire. C'est important. Qui existent pour comprendre un petit peu le fonctionnement de la nature. Ouais, absolument. Il y a beaucoup de choses, mais dès qu'ils m'ont marqué, il y a The Little Big Farm, je ne sais pas si tu l'as vu. Non. Ça, c'est sur Netflix. C'est génial, c'est hyper accessible. C'est quelqu'un qui transforme un lieu en Éden, littéralement. Mais il y a beaucoup d'exemples comme ça de lieux qui étaient en souffrance et en train de mourir, qui ont été transformés en écosystème, en éco-village
je pense, de s'inspirer des expériences des autres pour voir qu'il est possible de faire du beau, hein, tu vois. Il y a beaucoup de belles choses sur la planète. Il y a vraiment énormément de belles choses qui se font. Puis on a la chance, que ce soit avec Insta ou que ce soit avec Internet en général, tu as accès à tout. On peut voir tout. Tout ce qui se passe même dans la brousse indonésienne. Donc ça te permet, si tu fais des bonnes recherches, de trouver les beaux projets. Et puis, je sais pas si c'est un conseil, mais moi j'ai toujours osé, par exemple, je fais beaucoup de cuisine. Donc des fois j'avais besoin de sous. Et je suis arrivé un jour, je me souviens, dans une pizzeria au Québec, puis ils m'ont demandé si j'avais déjà fait des pizzas. J'avais jamais fait de pizza vraiment en tant que pizzaiolo. Mais j'ai dit oui, tu vois. Et puis en fait, j'étais tellement sûr de moi et j'ai tellement vite capté les trucs et j'ai tellement vite frauder, que ça a marché. Enfin, j'avais envie de rencontrer certaines personnes renommées d'un grand nom qui me semblent inaccessibles et tout ça. J'ai trouvé un contact, j'ai envoyé un message. Le gars, il m'a répondu, je l'ai rencontré. Faut oser, quoi. Faut faire les choses, c'est tellement important. Ouais, on parlait tout à l'heure quand on parlait de toutes les nouvelles qui peuvent être négatives, X, jamais, etc. Que du coup, ça peut renvoyer une posture de du coup, je subis ma vie et je peux rien faire. Je suis juste au courant que le monde va mal, que tout prend feu, etc. Mais en fait, ce que tu partages là aussi, c'est faire preuve d'audace et de reprendre son pouvoir aussi sur notre vie, quoi, sur ce qu'on est capable de faire et qu'on peut être acteur. Oui, il y a plein de choses qui se passent mal, mais on peut être aussi l'acteur du bien, quoi. Ouais, c'est sûr. Et puis, bon, là, on n'a pas parlé trop des hommes et des femmes, mais c'est vrai que ça, c'est un sujet, moi, où j'y passe beaucoup de temps en tant que thérapeute, par exemple, à Madagascar ou autre. Dans la préparation ou guérison de la relation entre hommes et femmes. Ouais, on peut dire ça comme ça, c'est joliment dit. Mais aussi dans l'appropriation en créole, on dit la famité. Il n'y a pas de mot en français pour ça. Ce serait la famité, quoi, du coup. Être femme. Pour que l'homme s'incline en respect, de toute façon, tu vois, à chaque fois. Ce qui veut tout dire. Le corps de la femme, enfin, tu vois, le respect du nom. Toutes ces choses-là, c'est vraiment... ça fait partie de tout ce qu'on s'est dit, je pense, depuis 1 heure à peu près. De vraiment se réapproprier ça, quoi, parce qu'en fait, il y a des choses qui sont pas... On est en 2025, il y a des choses qu'on a déjà vécues qui peuvent pas être vécues à nouveau. Il faut arrêter, quoi. C'est fini, ouais. Surtout si ça se passe dans ton couple ou dans ta famille ou dans... Quitte à faire des gros éclats et des gros dégâts, mais il vaut mieux faire des gros dégâts et mettre ça en plein jour. Ouais. Et veut dire réparer, quoi. Ouais, tu pourrais te lancer dans une discussion là, d'1 heure de nouveau. J'ai c'est clair. Des questions qui montent, mais ouais, pareil. On va les perdre. Non, c'est sûr, pareil. Je vais te poser du coup avec beaucoup de frustration parce que j'adorerais continuer cette discussion pendant 3 heures. D'ailleurs, qui est bien adapté, je trouve, au sujet. C'est mon podcast qui s'appelle Ma Terre Happy, Terre Heureuse. Et ce serait de te demander pour toi, c'est quoi une terre happy, une terre heureuse? C'est une super question. Déjà, je pense qu'il y a la légende de l'homme vert. Je crois que c'est une légende norvégienne où tout ce qui est bois reprend vie dans la ville, quoi, genre. Donc imagine là le banc, il y a des branches qui sortent. Et imagine en ville, toutes les chaises en bois des cafés refont des branches et des feuilles. Et ça, j'adorais ça quand j'étais petit. La légende de l'homme vert, elle est excellente. Et je me dis, déjà, parce que les villes ont quand même un impact assez important sur la planète en général, pas toujours très positif, que ce soit les animaux, que ce soit l'air et le reste, et l'eau. Je me dis déjà, si dans les villes, on peut réinstaller, et ça ils l'ont fait un peu dans certains pays du Nord, des espaces de plantation en fait. Jardins communs, les toits verts. Faut planter, quoi. Faut tellement planter. En ville, il faut planter. Il faut planter des plantes mellifères. Ils ont fait ça aussi en... C'est quoi des plantes mellifères? C'est les plantes que les abeilles vont consommer parce qu'il y a beaucoup de pollen. Okay. Donc en plus, c'est des fleurs, c'est super beau. C'est des plantes sauvages en général. Et ils ont fait ça en Suède, en Norvège, et je sais plus où. En Finlande aussi. Tous les abribus plats, eh bien, ils ont fait un jardin au-dessus. C'est pas compliqué quand même. Ça coûte pas d'argent. Donc toutes ces choses-là, moi j'y crois beaucoup sur l'agriculture urbaine. Ça, je trouve que c'est encouragé, mais puissance 1000, quoi. Il y a des gens aussi qui sont partis du Québec qui ont créé des mini-serres autonomes avec un système d'aquaponie et tout ça. Ça, c'est à mettre en avant parce que c'est trop bon.
Tu fais tes légumes même quand t'es en appart, quoi. C'est fantastique. Euh, hmm, Une thérapie, qu'est-ce que c'est? C'est ça. Ouais, ils ont bien compris. Pour ceux qui ont pas qui ont que l'audio, j'ai un petit chat qui est allongé dessous son long, les quatre fers en l'air, genre, c'est le bonheur à l'état pur. Oh là là. Mais c'est quand même une harmonie entre nature et... Enfin, c'est toujours bizarre de dire entre la nature et les humains parce qu'on fait partie de cette nature. On fait partie du monde des oiseaux, du monde des végétaux. On est vivant, donc à partir du moment où tu es vivant, une plante est vivante, et ben on fait partie exactement de la même espèce, quoi, quelque part. Et ça, c'est fou à quel point on le réalise pas. Mais c'est une harmonie, une entente entre tout ça, ouais. Ouais, vraiment. Moi, c'est une terre harmonieuse alors pour toi. Mhm, Où les humains vivent en harmonie dans leur environnement. mhm, Trop beau. mhm. Merci pour ce moment, c'était un plaisir. Merci à toi. Et merci à tous d'être restés jusqu'au bout. J'espère que vous avez passé un bon moment. Regardez-moi ce petit tas. Voilà, c'est ça le bonheur. C'est ça une terre happy. Voilà, la terre happy, elle est là. Oh là là. Oh, la terre happy, apaisée. Cette tête. Oh là là, c'est trop mignon. Oh, j'adore. Oh, oh, pardon, je te déconche. Oh là là. Et une... Oh. Voilà, ça aussi c'est une terre happy. Une terre happy, apaisée, quoi.